Et c'est un péché mortel pour l'avenir d'un groupe qui veut être restreint. Car si on ne peut pas se parler librement à une table de la dimension de celle que nous avons ce soir, alors on tombe dans l'engourdissement de la bureaucratie où chaque dirigeant lit son discours pendant que les autres bâillent ou discutent avec leurs voisins. Donc le premier risque du G20, il est là. Le deuxième risque, c'est qu'on ne sait pas comment le G20 fonctionne. Jusqu'à présent, on a improvisé des règles. Alors, la France aura le bonheur, après la Corée, Monsieur le ministre, de présider en 2011. Mais comment établir la règle de rotation? Faut-il qu'on marche en troïka? C'est plutôt notre tendance. Ou laisse-t-on toute la responsabilité à la présidence en place? Faut-il un secrétariat? Tout ça sont des questions qui sont devant nous et qu'il faudra traiter parce que sinon, maintenant que la peur a largement disparu, la bureaucratie va remonter très très vite et c'est une recette pour un échec annoncé. Un mot peut-être sur la place de l'Europe, parce que j'ai dit qu'on était dans un monde devenu multipolaire. Où est l'Europe? L'Europe a naturellement vocation à être un pôle majeur du monde multipolaire du XXIe siècle. 500 millions de citoyens rassemblés dans un avenir commun, avec des règles économiques partagées, avec le plus gros PNB du monde, si on agrège les 27 ensemble, représentant 60% de l'aide publique au développement du monde, unis dans la défense de leurs intérêts commerciaux, cela peut impressionner. La perception que nous projetons est quelque peu différente. Et en réalité, la vraie question pour les Européens n'est pas « sommes-nous une grande puissance ?» mais « voulons-nous être une grande puissance ?» Pendant la présidence française de l'Union, nous nous y sommes efforcés. Nicolas Sarkozy, avec l'énergie que vous lui connaissez, s'est projeté dans le règlement d'une crise grave, la crise qui voyait la Russie et la Géorgie aux prises, dans la crise financière, qui n'était pas prévue au programme de la présidence française, qui nous est tombée dessus à mi-parcours et qui nous a amenés à nous retrouver entre Européens pratiquement tous les week-ends. Et puis qui a amené l'Europe, et l'Europe seule, à proposer des solutions au monde. C'est ce qu'est le G20. C'est l'Europe qui l'a proposé. Et puis sur le climat, pendant longtemps, l'Europe seule a été capable de mettre sur la table les cartes exactement comme le souhaitaient les scientifiques unanimes. Donc quand l'Europe veut, elle peut. Toute la question est de savoir si elle veut. Et là, j'arrive du Conseil européen qui, enfin, nous annonce la mise en place du traité de Lisbonne. J'ai eu une bonne nouvelle. Normalement, si tout va bien, je croise les doigts, le 1er décembre, le traité de Lisbonne entre en vigueur. Ça veut dire que nous devons maintenant, rapidement, trouver un président stable pour le Conseil européen qui sera le visage, la voix de l'Europe, qui conduira les délégations européennes pendant 5 ans probablement à travers le monde. Et puis un vrai ministre des Affaires étrangères de l'Europe avec un outil diplomatique de qualité. On l'appelle haut représentant, vice-président de la Commission, mais il sera le véritable ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Donc ça, c'est devant nous. Et cela va nous aider à mieux assumer les responsabilités qui doivent être les nôtres. Et je pense que l'Europe, dans ce monde globalisé, où on a besoin d'un multilatéralisme efficace, peut apporter énormément. Parce que nous le vivons au jour le jour. Nous vivons notre vie de famille à 27 en pratiquant le compromis quotidien. C'est devenu une seconde nature chez les Européens que de toujours trouver dans leur vie commune une solution malgré des passés extrêmement différents et plus faits de guerre que de périodes de paix. Nous sommes aujourd'hui en Europe dans la plus longue période de paix depuis
l'Empire romain. Nous avons rendu la guerre impossible entre nous. Peut-on apporter nos recettes au monde? Je le pense, je le crois, nous y travaillons. Alors en conclusion, quelques remarques. D'abord, je suis résolument optimiste sur la capacité du monde à prendre les décisions nécessaires. Nous avons su le faire pour la crise économique et financière. Nous y travaillons et je crois qu'on va faire des progrès majeurs à Copenhague sur la question décisive du réchauffement climatique. Et puis, sur les autres dossiers, il existe une volonté de progresser. Alors, tout cela, bien sûr, est très fragile. Et quelles sont les convictions sur lesquelles on doit s'appuyer pour que cette fragilité ne fasse pas tomber l'édifice que nous cherchons à construire, celui d'une gouvernance globale efficace? Je crois que le premier point, c'est la crise elle-même. La crise, par son ampleur, sa brutalité, montre que, dans le fond, les schémas du passé n'ont plus cours. Elle libère notre pensée. Elle libère tous ceux qui étaient dans le carcan de la pensée unique, qui nous disaient on ne peut pas le faire différemment parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Ça, c'est la première conviction qui doit nous animer. Nous pouvons penser différemment. La deuxième conviction, je crois, c'est que dans cette affaire de la gouvernance globale, le temps n'est pas notre allié. Le temps joue contre nous. Parce qu'à mesure que la peur s'éloigne sur le plan économique, à mesure que le temps passe, l'élan donné risque de disparaître. Et donc, il faut mettre les bouchées doubles pour avancer vite et bien. Troisième conviction, la crise a remis l'État à sa place. On nous avait dit pendant des années et des années que le monde globalisé était celui, je m'excuse pour les grands patrons, des grandes entreprises, des grands groupes, de la société civile, que la dérégulation était la recette à tous nos maux. Le 15 septembre de l'année dernière, on a compris qu'on avait peut-être été un peu vite, un peu loin. Ce jour-là, les États se sont retrouvés face à leurs responsabilités, et seuls face à leurs responsabilités, et ils ont compris que nous ne nous sauverions qu'ensemble, que nous étions condamnés à travailler collectivement, sinon c'était l'échec de tous. Et je dirais enfin que la recette pour réussir, c'est d'avoir de grandes ambitions, d'avoir de grands objectifs. Et pour une raison simple, c'est que si vous demandez à des États de faire des sacrifices sur l'intérêt national pour l'intérêt global, mais que le sacrifice que vous demandez, c'est pour un petit intérêt médiocre, un tout petit progrès minuscule, qui sera prêt à sacrifier l'intérêt national pour un petit pas en avant? Et donc ma conviction, c'est que si on veut vraiment réussir cette gouvernance globale du XXIe siècle, il faut voir loin, il faut voir haut, il faut avoir de grandes ambitions, il ne faut pas perdre de temps. Est-ce qu'on en sera capable? Écoutez, pourquoi pas? Après tout, en 1945, les dirigeants de l'époque, sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, ont su créer l'ordre qui a bien servi le monde jusqu'à ces dernières années. À nous d'en rebâtir un pour le XXIe siècle. Je vous remercie.